Alors, la philosophie du travail chez Taylor, c'est une philosophie très classique à cette époque-là, à savoir, on part du principe que l'homme n'aime pas le travail. L'homme a une aversion pour le travail, ça lui est pas naturel. C'est une conception quasi religieuse des choses, puisque, par exemple, dans la religion catholique, on dit que l'homme a été condamné au travail parce qu'il était pécheur. Donc, évidemment, il n'y a pas une valeur très importante liée au travail à partir du moment où il aurait été attribué de cette manière-là. Donc, aversion pour le travail, et s'il arrive à travailler, cet homme, c'est parce qu'il est motivé par une seule chose. Sa seule quête, en fait, dans le travail, c'est de percevoir un salaire. Donc, l'homme est censé ne chercher qu'une rémunération de son travail. Il est rationnel, donc ça, c'est des hypothèses de comportement qui nous viennent de la microéconomie, qui sont dominants à cette époque-là. On considère qu'il est rationnel et donc il cherche à minimiser ses efforts, sa contribution au travail et essayer aussi de maximiser sa satisfaction. Et comme il cherche comme satisfaction le salaire, donc à maximiser son salaire. Donc le salarié, lui, son objectif, c'est en faire le moins possible pour simplifier et gagner le plus possible. Il faut donc le contraindre. Il a une telle attitude, entre guillemets, négative par rapport au travail qu'il va falloir le contraindre pour qu'il travaille, le contrôler aussi, et, si possible, lui simplifier la tâche pour qu'il travaille efficacement. L'idée est que, effectivement, plus le travail est complexe et moins les gens vont être productifs. Alors, cette simplification des tâches, qui est souvent retenue comme l'essentiel du taylorisme, elle est très adaptée au monde industriel de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il s'agit d'accueillir dans les grandes usines automobiles et dédiées aux biens d'équipement, il s'agit d'accueillir une main-d'œuvre immigrée, le plus souvent aux États-Unis, ce sont les grandes vagues d'immigration, faiblement qualifiée, d'origine agricole, donc avec aucune expérience industrielle, et le plus souvent analphabète. Donc, il va falloir simplifier le travail pour que ces gens puissent avoir un emploi dans les entreprises. Donc, on peut dire en plus que la division du travail est totalement adaptée au contexte de l'époque. Donc, la spécialisation, la division du travail, la supervision, c'est-à-dire le contrôle permanent hiérarchique, améliore le rendement, et ce sont donc les grands principes que l'on va retrouver dans l'organisation taylorienne du travail. Principes généraux du management taylorien. Alors, il y a 4 grands principes fondamentaux. Alors, c'est toujours discutable de mettre des principes en avant comme ça, mais enfin, la littérature est plutôt d'accord pour retenir ces 4-là. D'abord, le premier principe, c'est que, pour la première fois, on va étudier de manière scientifique le travail. C'est ce qu'on appelle donc l'organisation scientifique du travail. Pourquoi organisation scientifique ? Parce que, au départ, on va étudier de manière scientifique le travail et les gestes de l'homme au travail. Et cette étude scientifique du travail est l'affaire de spécialistes, est confiée à des spécialistes. Ces spécialistes, plus tard, on les appellera les ergonomes, puisque l'ergonomie, c'est précisément l'étude de l'homme au travail. Et l'ergonomie consiste à observer l'homme au travail et à adapter, autant que faire se peut, son poste de travail aux contraintes rencontrées par le travailleur. Donc ça date de là, effectivement, cette prétention de connaître scientifiquement le travail date de Taylor. La sélection de l'ouvrier aussi va être scientifique. Donc on va étudier son travail de manière scientifique et on va sélectionner l'ouvrier scientifiquement. En fonction de quoi ? En fonction de ses aptitudes et de son entraînement. C'est-à-dire qu'on va concrètement le mettre à l'essai et on va voir s'il a un potentiel dans cette activité-là. Et s'il a un potentiel dans cette activité-là, on va le garder. Donc on est vraiment sur la sélection des salariés. Et puis, ce fameux principe de l'adaptation de l'homme au travail. Il y a un geste à faire, c'est toujours le même. Il est hors de question pour le salarié de remettre en cause ce geste ou sa cadence. Et donc, il doit s'adapter à ce qu'on a prévu pour lui. La coopération entre la direction et les ouvriers. Je vous disais qu'effectivement, le système taylorien, finalement, est un système consensuel.
eh bien, on doit effectivement, il doit y avoir un dialogue entre la direction et les ouvriers, c'est prévu par Frédéric Taylor, et si les ouvriers ne participent pas à la définition de leur propre travail, eh bien, ils ont le droit de revendiquer des hausses de salaire en fonction des gains de productivité. Hein, donc, le dialogue va se faire essentiellement sur ces questions-là. Alors, les principes de l'organisation scientifique du travail, maintenant, eh bien, le premier, c'est, encore une fois, celui qui est le plus souvent mis en avant, la spécialisation horizontale maximale du travail. Qu'est-ce que ça veut dire, la spécialisation horizontale maximale du travail? Ça veut dire qu'on va diviser le travail en activités les plus élémentaires possibles. Hein, donc, en gestes, si c'est possible, en gestes uniques. C'est ce que le sociologue George Friedman appellera le travail en miettes. Hein, et cette expression est une très jolie métaphore, puisque quand on voit la miette, on n'imagine pas le pain qu'il y a derrière. Eh bien, pour le travail taylorien, c'est exactement la même chose. Le geste du travailleur est totalement, perd tout son sens, et on ne peut pas voir le produit fini qu'il y aura derrière. Donc, l'homme est aliéné par le travail, il devient étranger à son propre travail, il n'arrive plus à se resituer dans une chaîne de production parce que l'opération qu'il doit exécuter à longueur de journée est vide de sens. Il existe un principe très important, donc qui est issu précisément de l'étude de l'homme au travail, c'est le one best way. Ça veut dire que les ergonomes vont définir une manière optimale d'exécuter une tâche ou une opération en particulier. C'est donc issu de l'étude scientifique des gestes de l'homme au travail. Donc le travail est hyper prescrit, et ça me paraît être une caractéristique fondamentale de l'organisation du travail que ce caractère de prescription du travail, c'est-à-dire l'individu n'a aucune autonomie dans la manière d'exécuter son travail. Troisième principe, the right man to the right place, on en a parlé tout à l'heure, ça veut dire que l'homme, eh bien, est choisi et on le met là où il a le plus de compétences. Hein, c'est la sélection scientifique des travailleurs. Comme le travail est hyper divisé, eh bien, le travail est aussi en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas dit à la chaîne, précisément, parce que sous Taylor, il n'est pas encore question de chaîne et de tapis roulant mécanique ou de convoyeur, c'est Ford qui va apporter cette optimisation. Hein. Donc pour l'instant, les hommes sont disposés en ligne et donc chacun en séquence de gestes qui se suivent, eh bien, chacun dépend du travail de l'autre en quelque sorte pour pouvoir effectuer sa propre tâche et ainsi de suite. Donc travail en ligne. Division verticale du travail avec une séparation des trois grands types de tâches que l'on trouve dans une entreprise, un travail d'exécution, un travail de direction et un travail de conception. Alors on peut assimiler direction et conception, hein, qui sont donc, de toute façon, le point commun entre la direction et la conception, c'est la décision. Hein. Donc voilà, il y a des décideurs et il y a des exécutants, et il ne peut pas y avoir d'exécutants qui décident. C'est impossible. Hein. Donc, séparation stricte d'un point de vue vertical. La supervision permanente dans les usines tayloriennes, avant le travail, supervision précisément pour préparer le travail, pour définir le one best way notamment, supervision pendant pour effectivement le contrôle de la productivité, hein, et après, puisqu'il va y avoir une supervision aussi sur le volume produit ou les caractéristiques de ce qui a été produit. Le contremaître est un personnage clé dans l'entreprise taylorienne, puisque c'est lui qui est en première ligne sur la supervision directe des ouvriers. Enfin, des salaires au rendement, ça veut dire que, eh bien, c'est une tentative pour transformer les rémunérations en charges variables, hein, et donc de les rendre totalement flexibles au niveau d'activité. Et en même temps, c'est un moyen d'améliorer la motivation des ouvriers en améliorant leur salaire, puisque l'organisation est basée sur la réalisation de gains de productivité permanents.
Formalisation des récompenses et des comportements. L'entreprise taylorienne est une entreprise où se distribuent des récompenses, c'est-à-dire il y a une grille de primes, d'augmentation ou de récompenses symboliques, hein, style des médailles ou des réunions où on met en avant des collaborateurs qui ont été particulièrement efficaces, hein, un petit peu sur le modèle du stakhanovisme soviétique. Hein. Il y a un rapport d'ailleurs entre l'organisation du travail taylorienne et ce qui se passe quasiment au même moment en Union soviétique. Hein. Et donc on est aussi dans la récompense symbolique de mettre en avant les meilleurs salariés, etc. Et puis des sanctions, évidemment, donc, puisque la supervision, elle nécessite que les gens soient totalement conformes aux principes qu'on veut qu'ils respectent. Et donc il y a une tarification aussi pour toutes les fautes que les salariés peuvent commettre. Alors, l'optimisation fordiste. Donc voilà, Taylor, c'est un ingénieur, hein, il travaille dans une usine sidérurgique, donc il met en place ce modèle d'organisation du travail dans son entreprise, et puis petit à petit, ce modèle va, par contagion, va gagner d'autres entreprises. Ford, lui, il va ajouter 3 choses extrêmement importantes, et donc après Ford, on parle de tayloro-fordisme, si vous voulez. Parce que c'est à la fois, comme c'est de l'optimisation, c'est à la fois Taylor pour l'essentiel, et puis une très nette amélioration de certains points, donc on parle de système tayloro-fordiste. Donc normalement pour tout qualifier l'organisation du travail depuis les années 20, on va dire jusqu'aux années 60-70, on devrait parler plutôt que de taylorisme, de tayloro-fordisme. Alors, c'est aussi pour ça qu'il est connu, c'est peut-être pas l'essentiel, mais il est connu pour ça. C'est l'introduction du tapis roulant ou du convoyeur, hein, donc du travail en ligne où les ouvriers doivent aller chercher dans le stock de l'ouvrier précédent l'objet de leur travail, qui peut nécessiter des déplacements physiques et donc des pertes de temps et donc des gains de productivité potentiels. Eh bien, maintenant, les pièces, l'objet du travail des ouvriers, il arrive sur un tapis. D'accord ? Donc, moins de perte de temps. Et puis, l'autre avantage, évidemment, ça permet un contrôle automatique de la productivité du travail. Hein, le contremaître devient inutile pour demander que l'on produise plus vite. Il suffit d'augmenter la vitesse du convoyeur ou du tapis roulant pour contrôler la productivité du travail. Hein, donc c'est une innovation qui est majeure, évidemment, c'est une amélioration majeure du système taylorien. Autre grande innovation fordiste, la standardisation des produits. Ford avait cette phrase magnifique qui disait à peu près « Vous pouvez choisir la voiture de la couleur que vous souhaitez pourvu qu'elle soit noire ». Quel est l'intérêt dans l'entreprise taylorienne ou tayloro-fordiste d'avoir des produits standards, c'est-à-dire uniques? Eh bien, précisément, tout est tellement routinisé, tout est tellement séquencé, tout est tellement divisé au niveau du travail que ça suppose bien évidemment, la lourdeur du travail en amont, si vous voulez, suppose la pérennité de l'organisation du travail et des procédés de fabrication. Donc, par essence même, le Fordisme n'est pas et guère compatible avec des innovations permanentes. Il suppose la stabilité et la fabrication de produits toujours identiques. D'où cette idée de la standardisation des produits. Pour la petite histoire, Ford a failli disparaître quand, je crois dans les années 30, General Motors, avec l'ingénieur Sloan, a introduit précisément l'idée de gamme de véhicules. Hein, et donc on s'est retrouvé avec un constructeur avec une production différenciée et Ford qui n'avait pas évolué avec une gamme très très étroite de produits standards. Hein, et ils ont failli disparaître. Et Ford a été obligé d'adopter, si vous voulez, la différenciation proposée par General Motors. Enfin, et ça, d'un point de vue macroéconomique, c'est le plus essentiel du tayloro-fordisme, si vous voulez. C'est le partage des gains de productivité. Partage des gains de productivité en 3 parts qui ne sont pas des parts égales, hein, entendons-nous bien, mais tout le monde va bénéficier des gains de productivité. Donc, le premier, ça va être effectivement le client, c'est-à-dire que les biens standardisés produits à une échelle toujours de plus en plus grande coûtent de moins en moins cher. Donc,
on va répercuter cette baisse des coûts sur le prix. Donc le prix des produits industriels baisse, les produits de consommation baissent. Et d'un autre côté, les salariés qui ont contribué pour l'essentiel à ces gains de productivité vont toucher des salaires supérieurs. Hein, c'est la fameuse politique de Ford, $5 day, hein, et $5 pour la journée de travail. À cette époque-là, c'est peut-être entre 30 et 50% supérieur à ce qui est proposé pour le même type d'emploi, hein, ailleurs. Donc on paye bien les salariés, ce qui va permettre à ces salariés d'accéder à des normes de consommation leur permettant de consommer les produits industriels qu'ils produisent. Et enfin, la troisième partie, eh bien, c'est les actionnaires, les propriétaires de l'entreprise. Hein, et donc on va améliorer la rémunération du capital. Pour quelle raison? Eh bien, pour que le capital continue à réinvestir dans les affaires, hein, et donc pour accumuler, si vous voulez, les moyens de production. Donc c'est un système qui roule bien, qui est parfait, hein, et c'est les mécanismes de croissance des 30 Glorieuses en Europe que je vous décris là. Hein. Ce système de partage de la valeur ajoutée, plus les innovations sur les produits, eh bien, explique finalement, pour l'essentiel, les 30 Glorieuses européennes.